Retour en direct sur le plateau de 7 jours BFM qui vous propose ce midi un document exceptionnel. Pendant un mois, en pleine période de confinement, notre caméra a pu entrer dans les arcanes du pouvoir à plusieurs reprises pour filmer des réunions stratégiques et réaliser un entretien exclusif avec le président de la République. Comment Emmanuel Macron a-t-il géré cette crise? Reconnaît-il des erreurs? Comment l'Élysée s'est adapté aux contraintes de ce confinement? Au cœur de l'Élysée, c'est une enquête exceptionnelle des équipes de 7 jours BFM, Pauline Revenat, Baptiste Keïta, avec Étienne Grollet, Régis Desconcois, Quentin Bollier et Alexandre Funel. En ce début du mois de mai, le quartier de l'Élysée est à l'image du pays. Figé, au ralenti. Mais derrière les grilles du palais, comment le président gère-t-il cette crise historique? Entre ces murs s'enchaînent des réunions stratégiques qui décideront du sort des Français. Exceptionnellement, et à plusieurs reprises, nous avons été autorisés à filmer l'Élysée de l'intérieur, en pleine épreuve du confinement. Nous avons pu interroger Emmanuel Macron sur ses choix, ses doutes et ses erreurs. Monsieur le Président, vous avez à gérer cette pandémie, cette crise mondiale. Est-ce que vous étiez préparé à tout ça? Est-ce que vous pensez que vous êtes à la hauteur? Écoutez, c'est pas à moi d'en juger. Quand je regarde autour de nous, personne n'était prêt. Personne. Personne. Face au coronavirus, l'exécutif s'est mis en ordre de bataille. Ce jour-là, nous allons assister à un conseil de défense et de sécurité nationale. Depuis le début de la pandémie, il s'est tenu 12 fois dans ce salon Murat. Cette pièce abrite habituellement le Conseil des ministres. Elle est devenue le centre névralgique de la crise. Au fil des jours, tout a dû être réaménagé. Au sol, un marquage pour respecter la distanciation sociale. Ce matin-là, nous sommes à 4 jours du déconfinement. Accompagné de son Premier ministre Édouard Philippe et du directeur de cabinet de Matignon, Benoît Ribadeau-Dumas, c'est Emmanuel Macron qui ouvre et mène les débats. Autour de la table, 3 hauts fonctionnaires, dont Alexis Kohler, ici, à droite de l'image, secrétaire général de l'Élysée. Jean Castex, chargé par le Premier ministre de préparer ce plan de déconfinement. Et 8 ministres directement concernés par cette crise. Olivier Véran, le ministre de la Santé. Bruno Le Maire à l'économie et aux finances. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Nous avons évidemment d'abord à évoquer la situation épidémiologique et les perspectives. Ensuite, j'appellerai le sujet des critères de surveillance et la cartographie nationale de confinement. Monsieur le Premier ministre. J'ai eu l'occasion de dire que préparer le déconfinement était un exercice à la fois politiquement et techniquement encore plus compliqué que de passer dans le mode confinement. Mais sinon, sur l'ensemble des aspects, que ce soit l'école, les masques, les tests, nous avons bien avancé. Je pense qu'on va pouvoir voir à l'occasion de ce Conseil que les choses sont prêtes. Nous sommes en mesure. Le président de la République a choisi de confiner la France à compter du 17 mars, et ce, pendant 55 jours. Alors comment a-t-il pris cette décision inédite? Est-ce que vous vous souvenez dans votre tête comment ça se passe à ce moment-là? Comment vous pouvez me raconter? Cheminons, mais je ne dis jamais ce qui se passe dans ma tête. C'est un principe de vie. Le confinement, c'est la mesure la plus absolue, la plus radicale, la plus fruste aussi, il faut bien le dire, pour stopper une pandémie qu'on ne maîtrise plus. Au moment où nous entrons collectivement dans le confinement, une personne qui a le virus le donne à au moins 3 autres personnes. C'est ce fameux R0 que maintenant nos concitoyens ont beaucoup entendu, auquel ils sont familiers.
À ce moment-là, ça veut dire que vous ne maîtrisez plus du tout l'épidémie. Et comme vous êtes face à un virus pour lequel il n'y a pas de traitement, pour lequel il n'y a pas de vaccin, le seul moyen, c'est en effet de bloquer cette diffusion en réduisant les échanges. C'est le confinement. Est-ce que vous avez douté? Mais en permanence, il faut douter. Surtout lorsqu'on est face à l'inconnu, lorsqu'on est face à une expertise, et ce qui est normal face à un virus nouveau, qui change. Et c'est ce qui d'ailleurs peut troubler. Dans une société démocratique où l'information est libre, permanente, où les réseaux sociaux sont multipliés, ce qui est très difficile à vivre pour nos sociétés, c'est que l'expertise a changé de conviction à plusieurs moments. Et qu'on fonde la décision pour partie sur l'expertise scientifique, puisqu'il s'agit de lutter contre un virus. Et donc, évidemment, ce qui est une conviction un jour peut être remise en cause la semaine suivante. Donc, il faut douter en permanence, mais le doute ne doit jamais empêcher la prise de décision au bon moment, sur la base d'arguments fondés et en prenant en compte divers facteurs. Et nous ne sommes pas dans la République des scientifiques. La République, ce sont des femmes et des hommes qui sont élus pour prendre leurs responsabilités à un moment de la vie du pays, et ils la prennent, en l'espèce, c'est le devoir qui m'incombe, à la lumière de ce que nous savons et de ce que nous ne savons pas. Et donc en prenant une part de risque qu'il faut rendre transparent, en disant où sont les convictions, mais en avançant. À quoi ressemble le quotidien du président dans un Élysée confiné? Le bâtiment a pris des allures de palais fantôme. Sur les 800 personnes qui y travaillent habituellement, 200 sont encore présentes. Pendant le confinement, le président de la République sort moins que d'ordinaire. Au total, 10 déplacements, environ 1 par semaine. Ce jour-là, accompagné de son aide de camp, Emmanuel Macron va commémorer la victoire du 8 mai 1945. Une cérémonie nationale qui a été maintenue malgré les restrictions sanitaires. Tous les chefs d'état-major sont là aussi? Oui, tous les chefs d'état-major sont là. Et Burki, l'agent de question. Non, il a juste effectivement sera pistolet. Et puis vous avez le président du comité de la Flamme, général Darry, qui sera là. Oui, normal. Il se rend sur les Champs-Élysées pour célébrer en format restreint la victoire des Alliés. Vous allez bien? L'amiral est déjà là-bas? Oui, l'amiral vous attend à Clémence. On dit que l'Élysée isole, mais l'Élysée en confinement, ça doit être très particulier. Est-ce que ça coupe encore un peu plus des Français? Comment est-ce que vous avez vécu dans ce palais un peu dépeuplé quand même? Écoutez, d'abord avec une organisation qui est celle que tous les services de l'État, les entreprises ont eu quand elles ont fonctionné durant cette crise, c'est-à-dire avec des plans de continuité d'activité, comme on dit, où on réduit les effectifs au maximum et où tout le monde travaille à distance. L'Élysée, malgré tout, restait un lieu extrêmement actif. Quand nous vivons tous ensemble un tel moment, on le vit au pays et au cœur de celui-ci. Donc je ne me suis pas senti isolé, concentré à l'action avec l'ensemble des membres du gouvernement. Un président à la manœuvre, qui veut prendre part à tous les dossiers, même les plus techniques. Comme cette réunion cruciale pour l'économie du pays. À quelle date pourra-t-on rouvrir les hôtels, restaurants et sites touristiques? Par visioconférence, les représentants de la filière, mais aussi plusieurs grands chefs étoilés, comme Philippe Etchebest ou Michel Saran. Ils attendent une date précise de réouverture. D'emblée, Emmanuel Macron tente de déminer le terrain. Beaucoup d'entre vous et beaucoup de vos adhérents ou vos confrères ne m'ont pas forcément béni à la mi-mars dernière quand j'ai annoncé le début de ce qu'on appelle maintenant le confinement, parce qu'il faut bien dire que ce virus n'aime pas l'art de vivre à la française, puisqu'il se propage essentiellement par les contacts humains, et il fallait donc prendre des mesures restrictives. Le président ne s'attarde pas sur l'introduction. Il prend vite la température et elle est fraîche,
Plus d'1 million d'emplois sont en jeu. Monsieur le Président, quelle date, quelle perspective, quelles aides dans la durée. Et bientôt, souhaitons-le, le symbole de la fin de ce cauchemar sera de retrouver les Français en terrasse, dans nos restaurants et dans nos hôtels et retrouver la vraie vie. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Comme souvent, au fil de la discussion, Emmanuel Macron tombe la veste, loin des entretiens protocolaires. Je vais donner maintenant la parole à trois chefs et restaurateurs, peut-être en commençant par Alain Ducasse. Monsieur le Président, bonjour. Nous sommes très pessimistes sur la survie de près de la moitié de nos restaurants. Il n'y a pas de bon choix. Qu'on rouvre nos établissements ou pas, dans les deux cas, il y a un risque. Si l'on retarde la réouverture, le risque est économique. Il est aussi sanitaire, mais le risque sanitaire, nous sommes persuadés qu'on peut le contrôler. Donc oui, nous plaidons pour une réouverture des restaurants. Merci beaucoup, chef. Philippe Etchebest, enfin. On passe le relais d'un chef l'autre, là. Écoutez, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, merci de nous recevoir. Alors, j'entends et le sujet qui occupe beaucoup les esprits aujourd'hui, c'est la réouverture de nos établissements. Alors, au-delà de son propre cas, Philippe Etchebest se fait le porte-parole des petits restaurateurs exsangues financièrement. Il voudrait que les banques et les assurances mettent la main à la poche. Nous demandons de convoquer toutes les assurances afin de les pousser à faire action solidaire, à supprimer l'urgence et à les accompagner. Si vous avez besoin de mettre un petit coup de pression, comptez sur moi, je serai là. Nous sortirons de cette période blessés mais pas morts. Et vous pouvez être sûr, Monsieur le Président, que nous serons au rendez-vous de la reprise avec notre courage et notre force de travail. Merci pour votre écoute, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ces mots. C'est ça que j'aime entendre. Malgré les sourires, l'exécutif est sous pression. Quelle que soit la date de réouverture des restaurants, il y aura des licenciements. C'est le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Comme on est totalement transparent et que c'est vraiment une réunion, je crois, tout à fait majeure pour le secteur, je pense qu'il faut quand même se poser une question. Si les restaurants fonctionnent durablement à 50%, est-ce qu'on maintient tout le monde au chômage partiel comme ça pendant 6 mois, 1 an, peut-être un peu plus? Je pense qu'il faut quand même qu'on se pose cette question-là, parce que c'est de l'argent public. Est-ce qu'on n'a pas intérêt pour les salariés de leur donner une nouvelle formation et les orienter vers autre chose? Je pose juste la question, mais je pense que c'est un choix politique absolument majeur qui est devant nous. De nouvelles interrogations dans un océan d'incertitudes. Il faudra encore patienter. C'est le message que va répéter le chef de l'État pour clore la réunion. Bon, très bien. Écoutez, je sens votre impatience, je sais votre volonté d'ouvrir, de travailler. Je la salue, le pays en a besoin. Mais je dis, si on allait trop vite sur certains sujets, le risque qu'on court collectivement, c'est de devoir revenir en arrière. Et je ne veux pas de cela. Il n'est pas un retour à la normale. Autrement dit, aucune date n'est arrêtée pour la réouverture. Une déception pour les restaurateurs qui, en prime, vont recevoir une petite leçon d'Emmanuel Macron. Maintenant, on va se parler tous franchement. Il ne faut pas non plus avoir des pudeurs de gazelle, comme diraient certains autres, avec les crédits d'État et parler de nationalisation. Ce qu'on est en train de faire collectivement, et ce que vous acceptez quand même tous gaiement depuis le début de cette crise, c'est une nationalisation des salaires, des charges et le reste. Donc je veux bien que l'État soit pas joli à voir quand il s'agit de monter au capital, mais l'État, vous faites tous appel à lui quand il faut payer tout le reste. Et on est là au rendez-vous parce qu'on veut que vous résistiez, qu'on résiste. Mais j'aime la liberté comme vous, mais il faut toujours se souvenir, et il faudra s'en souvenir le jour d'après, que cette liberté, il est bon de l'exercer dans un pays comme la France, où il y a un État fort et où on arrive collectivement à financer tout ce qu'on se dit. Parce qu'il y a beaucoup de pays au monde où tous les acteurs que vous êtes, ils tombent en faillite dans ces périodes-là. Ils tombent en faillite. Dans les pays de la liberté, les États-Unis ou autres, l'État ne prend pas cette charge. Les gens, ils sont en faillite. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. En tout cas, je compte sur vous. Je sais que c'est dur. Tenez bon, mais on sera là. Parce que je sais que vous serez là aussi. Merci. Prochain rendez-vous à l'agenda, fin mai, pour décider de la date de réouverture des établissements en fonction de la réussite ou non du déconfinement. Merci. Bon, j'espère que ça arrive.
arrive dans des réunions très techniques avec les restaurateurs notamment, avec les intermittents. Est-ce que c'était vraiment votre rôle de tenir ces réunions? Est-ce que ça empiétait pas un peu sur le terrain du... Tout ça, vous savez, quand un pays est en crise, qui traverse ce que nous avons traversé, tout le monde est au front. Tout le monde. Mon rôle n'est pas de régler chaque sujet ministériel. Les ministres ont chaque jour, avec leur service, fait un travail extraordinaire sous la supervision du Premier ministre. Réponse sanitaire, réponse éducative. Nous avons réussi sur l'enseignement à distance. Tout le monde en doutait. Nous avons réussi cette rentrée des classes. Là aussi, il y a une semaine, tous les commentateurs nous disaient « la rentrée des classes ne va pas marcher, les maires ne veulent pas rouvrir ». 90% des communes ont rouvert leurs écoles. Nous avons réussi la réponse économique et sociale, avec là aussi une mobilisation. Donc, les ministres ont été au front, le Premier ministre avec eux, et le Président de la République, son rôle, c'est évidemment de superviser tout cela, mais de temps en temps, quand il y a un sujet en crise, un sujet particulier, de savoir aussi descendre sur le terrain et aller dans le détail. C'est comme ça, en tout cas, que je conçois, depuis le premier jour, mon rôle. Si c'est superviser dans les éthers, ne pas connaître le détail et ne pas être capable de répondre à la vie de nos concitoyens, rapidement, on vous dit que vous êtes déconnecté des choses. Donc il faut savoir aller dans le détail, pas pour se substituer au ministre, au Premier ministre, mais pour être capable de regarder si les choses sont bien faites, de demander qu'elles soient corrigées ou accélérées ou de les conforter. C'est le rôle du Président de la République. En prenant un peu de recul sur la gestion de crise, est-ce que vous avez des regrets, par exemple, sur le premier tour des municipales? Nous sommes aujourd'hui dans la gestion de cette crise, avec le Premier ministre, l'ensemble des membres du gouvernement. Et donc, je considère que nous devons corriger à chaque instant ce qui est à corriger, mais nous devons regarder devant et avancer. Viendra ensuite le temps de faire un retour d'expérience, comme on dit, et de regarder ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait. J'ai dit le 13 avril ce sur quoi je considérais qu'il y avait eu des ratés. Il faut être lucide. Mais le temps n'est pas encore au bilan. Nous sommes dans la gestion de cette crise. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques, très précisément? Ce que je viens de dire s'applique aussi pour ce sujet. Je pense que beaucoup de choses ont été dites sur ce sujet. J'y suis revenu, le gouvernement. N'ayons pas ce syndrome. Les choses ont été dites. Les choses ont été gérées. Nous n'avons pas connu la situation. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture que le gouvernement a prise et qui, je pense, était la bonne. Il y a eu ensuite un approvisionnement renforcé et une production renforcée et nous n'avons jamais été en rupture. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu des tensions. C'est ça qu'il faudra regarder pour le corriger et pour prévenir. Et donc on voit bien que ça nous amène à changer de logique en profondeur sur certains de ces sujets qui paraissaient totalement innocents, mais ayons collectivement l'honnêteté de dire que, au début du mois de mars même, encore plus en février ou en janvier, personne ne parlait des masques, parce que nous n'aurions jamais pensé être obligés de restreindre, en quelque sorte, la distribution de ceci pour les soignants. Quand je regarde autour de nous, personne n'était prêt, personne. Personne. Il faut avoir cette humilité collective. Certains pays d'Asie du Sud-Est étaient prêts parce qu'ils ont vécu et qu'ils avaient imprimé dans leur mémoire récente des pandémies très graves et des syndromes respiratoires aigus. Ils l'avaient vécu il y a encore 5 ans et 10 ans pour certains autres. Nous, non. Et jusqu'à présent, nous étions passés au travers, si je puis dire, de ces grandes pandémies. Et donc, nous étions moins prêts que d'autres continents. Il y en a ensuite en Europe qui ont eu de la chance, d'autres moins. Mais je crois que la France a affronté avec beaucoup de cohésion, d'esprit de responsabilité, cette crise, et il faut maintenant regarder de l'avant. Avec le confinement, plus question pour Emmanuel Macron de se déplacer à l'étranger. 4 voyages officiels ont ainsi été annulés. Dans cette pièce, le 16 avril dernier, et pour la première fois, le G7 s'est tenu en visioconférence, via un réseau ultra sécurisé. D'abord, Donald Trump s'assure que tous les membres du G7 sont présents. Par écran interposé, 7 dirigeants mondiaux, comme le Canadien Justin Trudeau ou le Japonais Shinzo Abe. 1 heure pour se coordonner face au virus qui touche 187 pays dans le monde.
Des actions diplomatiques, mais aussi d'influence. Ce jour-là, derrière ses fenêtres, dans son bureau d'apparat au premier étage de l'Élysée, Emmanuel Macron appelle le pape François pour évoquer l'annulation de la dette des pays les plus pauvres. Très Saint-Père, comment allez-vous? Heureux de vous entendre et heureux de pouvoir vous retrouver, même si c'est uniquement par téléphone, Très Saint-Père. Alors que la France vient de dépasser le seuil des 20 000 morts, le président de la République ne laisse paraître aucun signe d'inquiétude. La dernière fois que nous nous sommes parlé, Monsieur le Président, c'était il y a un an. C'est vrai. C'est trop long. Il faut que vous veniez en France, Très Saint-Père. Nous vous attendons. Es demasiado largo, Santo Padre. Usted tiene que venir a Francia. Estamos esperando. Sinon... Me gustaría mucho poder visitarlos, pero es imposible por el momento. Bien sûr. C'est beaucoup pouvoir vous rendre visite, mais c'est impossible pour le moment. Bien sûr, je le sais. Et dès que cette période sera terminée, je tâcherai aussi de venir vous visiter pour poursuivre l'échange que nous avions eu. Mais je suis content de vous prendre quelques instants par téléphone pour parler de quelques sujets que nous avons à cœur en commun. Derrière cet optimisme à marche forcée, la coopération internationale patine. L'Europe a montré ses limites. L'Europe, à l'entrée de cette crise, n'a pas été au rendez-vous. L'entrée dans la crise épidémique, l'organisation de chaque pays n'a pas été coordonnée. On a vu des pays tout de suite fermer leurs frontières, se souvenir au fond qu'ils étaient des États-nations avant d'être européens, et de considérer que l'Europe était sans doute une bonne chose pour toucher les crédits, mais pas pour protéger. Je le constate, c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, est-ce qu'on peut en faire le reproche à l'Union européenne? Elle n'a pas de compétences en matière de santé communautaire. Ensuite, l'Europe a été au rendez-vous de la réponse économique et financière d'urgence. Nos ministres des Finances ont pris des bonnes décisions rapidement, avec un paquet de 500 milliards d'euros de garanties, de prêts, de mécanismes de réassurance, et les États, chacun pour ce qui les concerne, ont pris des programmes extrêmement ambitieux. Et donc ce que nous défendons, c'est une capacité commune des Européens à aller lever de l'argent, ce que nous n'avons jamais fait ensemble, pour ce faire, et à le mettre sur des priorités par secteur dans certaines régions, et à accepter une vraie logique de transfert, de solidarité budgétaire, ce qui est un vrai moment de transformation et de vérité pour notre Europe. C'est pour moi une priorité absolument décisive des prochains jours et des prochaines semaines. Un président de la République qui va devoir convaincre ses partenaires européens, mais aussi les Français. Il est en Europe le dirigeant qui suscite le plus de défiance. Vous allez bien ? Pourtant, Emmanuel Macron n'a cessé de communiquer. Comment allez-vous? Ça va? Depuis le début de la crise sanitaire, le président de la République a prononcé 3 allocutions solennelles. Nous sommes en guerre. 3 interventions lors de ses déplacements. Ce que nous avons à vivre collectivement, enfin, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est inédit. Sans compter les images diffusées en direct et sans filtre, en pleine réunion de travail, depuis l'Élysée. Là, on rentre dans une période où on doit, en quelque sorte, enfourcher le tigre. Et donc le domestiquer. Comment est-ce que vous expliquez, comment est-ce que vous avez vécu la défiance des Français à votre égard? Écoutez, je ne m'interroge pas sur mes états d'âme, je regarde devant. Nous sommes un pays qui, depuis des décennies, connaît le doute et les divisions. Je ne crois pas au miracle. Donc je pense que ce qui est cette France défiante existe, n'a pas changé. Je pense que ce qui est important, c'est dans cette période, s'il doit y en avoir un dernier pour défendre la République, son unité, c'est moi. Et c'est de réussir à rebâtir cette confiance indispensable pour aller de l'avant. Alors qu'Emmanuel Macron entame sa 4e année de mandat présidentiel, 60% des Français ne lui font pas confiance pour résoudre la crise. Vous avez dit plusieurs fois au cours de cette crise, il faut se réinventer, y compris
moi-même. À quoi ça peut ressembler, le monde d'après? Et le pire est-il devant nous ou derrière nous? Je pense que, d'abord, il dépend beaucoup de nous. Le monde d'après a commencé. Par nos réactions, parce que nous avons su faire, nous avons commencé à ouvrir une nouvelle phase de la vie du pays. Mais on voit bien que nous avons vécu l'impensable. Une crise sanitaire qu'on ne pensait pas traverser. Nous avons connu des manques sur des choses qu'on considérait sans valeur. Nous avons redécouvert l'importance de l'indépendance sur certains sujets. Et donc nous devons, je pense, dans cette sortie, réinventer des sociétés, une nation plus résiliente, c'est-à-dire qui sait faire face dans la durée à ces chocs, à ces crises, d'un point de vue moral, d'un point de vue organisationnel, et qui sait s'adapter à cela. Mais il faudra collectivement que nous embrassions, si je puis dire, ce monde nouveau qui est devant nous. Dans le monde d'après, Emmanuel Macron devra faire face à une récession sans précédent depuis 1945. Une nouvelle zone de turbulence à 2 ans de la prochaine élection présidentielle.